retrouver. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous aurons une semaine riche en couleurs, riche en échanges. Et ce soir, nous parlerons d'un sujet qui nous touche de près en Côte d'Ivoire. Il s'agit de la migration irrégulière. La Côte d'Ivoire vient en 4e position au rang des pays touchés par ce phénomène sur le plan africain. Le thème que nous abordons ce soir, c'est migration irrégulière. Pourquoi vouloir quitter la Côte d'Ivoire à tout prix? C'est un thème que nous abordons avec vous, chers téléspectateurs et chers internautes. Un thème que nous abordons avec les personnes présentes sur ce plateau, ce public qui est avec nous. Et un thème que nous abordons également avec nos chroniqueurs. Bonsoir, Juste Crépin Gondo. Bonsoir, Evelyne. Toujours juste? Oui, à chaque occasion, toujours. Alors, ce week-end? Oui, le week-end s'est bien passé. Beaucoup de sport. Ouais, oui, je suis bon au football, excellentissime footballeur même, je dirais. C'est un mélange entre Cristiano Ronaldo. Je plaisante bien entendu. ça. D'accord. Et puis beaucoup de lectures. Beaucoup de lectures. C'est un week-end un peu choquant pour parler français ivoirien. La dernière fois, on a parlé de Nouchi. Oui, j'ai capté de nouvelles habitudes ici à NCI. Hein. C'est la lecture, le sport, beaucoup de repos. Donc, merci à NCI. Alors, ouais, glisse. Qu'est-ce que vous avez fait de glisse? Glisse, c'est en repos technique. Repos technique ou en train de glisser hors du plateau? Non, même pas. Repos technique. Excès de job, donc elle se repose un peu. OK, d'accord. Donc, voilà, Glisse reçoit nos salutations. On aura également comme invité l'Unique. Bonsoir, l'Unique. Bonsoir, Evelyne. Abidjan, et comment? C'est risqué ou pas? Toujours risqué. Toujours risqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir ou pas? Non, on doit rester parce que c'est le risque là qui rend ça doux. Ah bon? Voilà. On dit Abidjan le plus doux au monde, c'est pas c'est risqué. Par exemple, c'est risqué, c'est comme ça, c'est doux. C'est difficile à comprendre, hein? Risquer, rester, en fait, c'est parce que c'est doux que c'est risqué que c'est doux. Comment? Il faut prendre le risque de rester. Il faut prendre le risque. Oui, j'aime bien. Il faut prendre le risque de rester. Alors, juste à côté de vous, on a M. Indri Hervé. Bonsoir, M. Indri. Oui, bonsoir, Evelyne. Voilà, vous êtes le président de l'ONG LISAD, une ONG qui travaille contre la migration irrégulière. Tout à fait. Et vous êtes vous-même un ex-migrant. Tout à fait. On est curieux de savoir pourquoi vous avez... C'est parce qu'Abidjan était risqué ou pas? Vous avez essayé de partir? Je dirais que la Côte d'Ivoire fut un moment où nous avons rencontré pas mal de problèmes, pas mal de crises. D'accord. Et je dirais même que la génération 98, parce que tout est parti à partir de là, le premier coup d'État en Côte d'Ivoire. Ensuite, en 2000, nous avons connu une seconde crise. Et troisième crise, autant pour moi, en 2010, 2011. Ouais. Et ça a entraîné ce mouvement d'hommes vers des pays maghrébins, ensuite les pays de l'Europe, ainsi que certains pays du Golfe. Donc, ce sont les crises qui se sont répétées, qui ont donné cette envie de vouloir partir coûte et coûte. Mais il y a des gens qui ont connu ces crises-là et qui sont restés en Côte d'Ivoire. Je vais vous permettre de développer le temps pour moi, juste de présenter Larissa Ba. Bonsoir, Larissa. Bonsoir, maman. Merci d'être là. Vous êtes également une ex-migrante et vous avez une histoire à nous raconter ce soir. Alors, M. Indri, justement, j'aimerais revenir sur... Comme je disais, on a connu les crises, c'est vrai. Certains sont restés. Pourquoi d'autres sont partis comme vous? Ben, tout le monde ne peut pas partir. Tout le monde ne peut pas partir, mais... Et quand nous constatons que la ville de Daloa, à un moment donné, c'est-à-dire quand nous prenons l'année 2011 jusqu'en 2013, 14, 15, les jeunes qui fuyaient la ville de Daloa, ça prouve que la crise qui a frappé maintes fois le pays, à un moment donné, certains sont poussés à quitter le territoire. Pourquoi? Je m'explique. Moi, particulièrement, j'ai essayé. Et là, je suis parti en 2015. En partant, vous cherchez quoi? Le mieux-être. Pas parce que ici, je ne mange pas à ma faim, pas parce que je n'arrive pas à m'occuper de ma petite famille, mais le minimum que tu gagnes, ça ne peut pas aider tout le monde à la fois. Vous savez, en Afrique, quand tu commences à travailler, la grande famille te regarde. Et la grande famille a besoin que tu viennes en aide, cette famille-là. Mais M. Ndri, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant de nos responsabilités? On a ici des personnes qui ont grandi dans un contexte assez compliqué, mais qui n'ont pas eu l'intention de voyager ou de faire quoi que ce soit. Est-ce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas un niveau assez élevé ou bien vous n'êtes pas assez courageux pour rester ici que vous avez voulu partir de l'autre côté? Je dirais non. Je dirais non. Et ce que vous devez savoir, la migration elle-même n'est pas une mauvaise chose.
La migration contribue aussi au développement du pays d'origine, tant pour le pays d'accueil. Je m'explique. Quand nous retournons en arrière au temps de Feu Félix Houphouët-Boigny, à un moment donné, on a vu dans la politique du vieux où il a lancé appel à certains pays dont nous avons vu la sous-région, le Burkina, puisqu'on dit la Côte d'Ivoire, l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Mais à un moment donné, on a eu besoin de la main-d'œuvre venant du Burkina. On a vu aussi le cas des Dahomey qui venaient du Bénin et autres pour venir enseigner en Côte d'Ivoire. Ça, c'était une autre forme de la migration. Mais ce soir, on parle de la migration irrégulière. Oui, je viens. Là, vous parlez de la migration régulière. En fait, oui, la migration il faudrait que les gens comprennent. Donc, la migration en elle-même n'est pas une mauvaise chose, mais quand ça devient irrégulier, ça devient compliqué et là, c'est condamnable. Pourquoi? Parce que vouloir rentrer sur un territoire de façon irrégulière, c'est aller contre la loi de ce pays-là. OK, on va prendre l'avis de l'UNIC sur ce sujet. Oui, effectivement. Même si Abidjan n'est pas risqué ou est risqué, on ne sait pas trop. Oui, effectivement, je rejoins ce qu'il dit. La migration elle-même n'est pas une mauvaise chose. Parce que quand vous allez en Europe, vous allez pour apprendre beaucoup de choses. Il y a des gens qui vont pour étudier et tout ça. Après, ils reviennent avec leurs connaissances pour participer au développement du pays. Mais quand on va de façon irrégulière, c'est ça qui n'est pas bon. Voilà, donc moi, je suis d'accord, je suis d'avis. Mais d'après vous, pourquoi les gens préfèrent aller même de façon irrégulière? Qu'est-ce qui fuit ces jeunes-là? Il y a plusieurs motifs. Bon, certains vont parce qu'ils ont des amis qui font des photos. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On voit son ami qui est sur la Tour Eiffel, qui va à Cannes, dans de beaux endroits, qui fait des photos, qui lui fait croire qu'il a réussi. Son ami, avec qui il était au quartier, le gars, il m'a gaba ici, on dit fait photo, il est sur les yachts, dans le bain, dans le froid, surtout qu'ici, il ne fait pas froid. Le gars, il a doudoune, il neige, tout ça. Quand il voit ça, il se dit, mais là-bas, c'est le paradis, moi, je suis ici en enfer. Même quand le gars, il a un petit boulot ici qui lui donne un peu d'argent, il se dit, non, il faut que j'aille là-bas, coûte. Donc, il y a ceux-là. Et puis, il y a ceux qui pensent qu'ils n'ont plus rien ils ont tout perdu ici. Donc, il faut aller se refaire une vie ailleurs. Et puis, voilà, je pense que... Une chose est sûre, Evelyne, c'est que souvent, les gens pensent que quand il chante pour les autres. Il a chanté pour lui-même. Je pense que lui seul, il sait maintenant qu'il a bien risqué. Et l'UNIC a testé, à l'aéroport, il est resté. Alors, l'UNIC... Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez essayé de fuir la Côte d'Ivoire, Non, je ne fuir pas la Côte d'Ivoire. Donc, moi, je suis un migrant. Parce que, voilà, je suis un migrant guéri. Parce que depuis 2010 que je suis installé en France, ça fait maintenant bientôt 11 ans, que je suis installé en France. Mais vous voyez que je sors les sons. Abidjan est risqué, on me voit à Abidjan. Parce que ce que je peux dire, là-bas, ce n'est pas le paradis. Moi, j'ai travaillé pendant 6 ans en France. Et après, un matin, je me suis assis comme ça, j'ai regardé le rétroviseur, j'ai regardé devant, et j'ai dit non, il faut que je retourne au pays. Mais donc, donc allons 6 ans en arrière. Pourquoi vous êtes parti? Voilà, moi, je suis parti parce que ma femme y était. Vous voyez, c'est elle qui me dit, je lui dis, bon, viens en Afrique, on va vivre ici. Elle dit non, moi, en Afrique, là, je ne vais pas vivre en Afrique parce que, voilà, je suis né en France, les habitudes là-bas, ça ne me va pas. J'ai dit, bon, OK, il n'y a pas de souci, moi, je te rejoins. Mais ça coïncidait avec la crise, comme il l'a dit. Il y avait la crise de 2011 et le pays était... 2010-2011, le pays était en insécurité totale et chacun se cherchait. Quand j'ai regardé un peu... Non, ceux qui avaient les moyens se sont cherchés... En tout cas, il y a d'autres qui sont allés au Ghana, il y a vu mes collègues là, d'autres sont allés au Ghana, d'autres sont partis au Togo, d'autres sont partis un peu partout. La femme de l'UNIC, c'est une blanche? Non, c'est une Africaine, une Ivoirienne, voilà, mais qui est née en France. Bon, l'UNIC, revenons à l'affaire du faux passeport. Donc, non, on rectifie ça d'abord. Voilà. En tout cas, nous, on a vu. Nous, c'est ce que nous, on a appris. On a vu dans la presse, voilà. Il y a ce que la presse dit et puis il y a ce qui est vrai. Voilà, donc la presse, là, il n'a la source pour savoir de quoi il s'agit. Voilà. La source. Donc, moi, je suis un migrant guéri, comme je le dis. Moi, je vis en France, ça fait plus de 11 ans. Et donc, moi, je viens en Côte d'Ivoire. Comme je dis, je viens en Côte d'Ivoire, ma famille est là-bas. Et nous sommes dans une période de coronavirus, là où on ne délivre plus de visa, là où on ne voyage presque plus, puisque les aéroports étaient fermés à un moment donné. Et moi, j'arrive en Côte d'Ivoire, on me dit que mon fils doit se faire opérer. Donc, il faut que je retourne en France urgemment. Et en tant que ressortissant français, j'appelle l'ambassade pour qu'on me délivre un laissez-passer. On me dit qu'il faut traiter mon dossier sur 2 semaines.
Et j'ai 3 jours pour aller en France, au chevet du lit de mon fils qui est gravement malade. Bon, j'ai fait la bêtise. Laquelle des bêtises? Je suis... La bêtise a été faite. Considère que la bêtise a été faite. Laquelle des bêtises? Cette bêtise-là, le moment viendra, je vous la dirai. Mais aujourd'hui, c'est ce soir. Non, mais c'est là, hein? Non, c'est le moment pour vous. Bon, la question est simple. Avez-vous fait du faux ou pas? Non, pas du faux. Les Ivoiriens veulent savoir. Il faut que les Ivoiriens comprennent, qu'ils sachent que le passeport que je détenais n'était pas un faux passeport, mais du tout. Qu'est-ce qui était faux dans le passeport? Alors? Il n'y avait rien de faux. Documents? Le moment viendra, je vous expliquerai. OK, on va donner la parole à Larissa Ba. Larissa, vous êtes ex-migrante. Qu'est-ce qui vous a poussé déjà à partir, à vouloir quitter la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez fui ou voulu fuir? OK, bonsoir d'abord. Bonsoir. Bon. J'ai quitté la Côte d'Ivoire quand j'avais perdu mes 2 parents. J'avais perdu d'abord la mère et après j'ai perdu le père. C'est ainsi que mes frères et sœurs, quand je regarde la situation des enfants, et il y a l'un de mes oncles qui m'a appelé en disant qu'on doit aller en Tunisie. C'est en Tunisie, il m'a dit en tout cas. Et là, je lui ai dit, j'ai compris, que j'ai 700 000 sur moi. On va prendre pour faire mes papiers. 700 000, c'était beaucoup d'argent, hein, on pouvait investir. Bon, il n'avait pas l'idée, parce que ma tête était mélangée. Il n'y avait personne pour dire, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Donc, moi, je n'avais même pas l'idée. C'est ainsi, moi aussi, j'ai accepté. Et on a fait les papiers. Arrivé à l'aéroport, et voici mon billet d'avion, c'est Koweït. Je demande à le monsieur. OK. Je demande à le monsieur, ah, tu m'avais dit Tunisie, comment ça s'est fait que c'est au Koweït? Larissa, on va faire quelque chose, on va arranger un peu votre coiffure, ramener un peu vos cheveux en arrière, parce que ça crée un petit bruit, voilà. Et ça, voilà. Merci. Merci. Continuez votre histoire. Maintenant, je lui ai demandé, il m'a dit que c'est ce que lui, il a eu pour moi. Il a demandé en Tunisie, on dit non, il n'y en a pas. Il dit OK, j'ai déjà investi mon argent. Il ne peut plus retourner. J'étais obligée d'aller. C'est ainsi que je suis partie. Et quand vous êtes parti, qu'est-ce qui s'est passé? C'était grave. C'était difficile, c'était grave. D'accord. On va revenir sur ce qui était grave. Nous, on a posé la question, on a une rubrique ici qu'on appelle La rue en parle et on a posé une question aux populations. La question, c'est pourquoi... non. La bonne question, c'est quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à aller à l'aventure. Voilà. Suivons ensemble les réponses et on va débriefer juste après. C'est dû au fait que nos formations ne sont pas adéquates avec l'emploi que nous avons au niveau des entreprises. Ça ne répond pas aux besoins de l'entreprise. C'est la situation en Afrique et dans les pays africains. C'est tellement dur. C'est dur. Les jeunes n'arrivent pas vraiment à joindre les deux bouts. Selon moi, c'est la pauvreté des pays en voie de développement. Ils se disent que s'ils sont dans les pays développés, ils auront un peu un mieux à gagner et pouvoir subvenir aussi aux besoins de leurs familles pauvres ici en Afrique. Je dirais tout simplement que c'est par manque de moyens. Non seulement la pauvreté de 1 et de 2 aussi, le manque de travail. Moi, je dirais que les gens sont à la recherche d'une vie meilleure. Il n'y a pas de boulot, donc les gens cherchent une vie meilleure, tout simplement. Allez là, mon vieux. C'est ce que tout le monde fait actuellement, tellement c'est monstre dans le pays. C'est chaud, mon vieux. Bon, il y a barre, mais il y a barre, d'autres trouvent que c'est dur, tout ça là, tout ça. Donc c'est ça, c'est la galère, mon vieux. Ce soir, nous parlons de la migration irrégulière. Pourquoi vouloir quitter la Côte d'Ivoire à tout prix? On a entendu des réponses. Larissa, on était avec vous sur votre histoire. Quand vous êtes arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Quand je suis arrivée au Koweït, ma patronne que j'étais chez elle, c'était une femme arabe. En disant, là-bas, ce sont les Arabes. Donc moi, je ne comprenais pas l'arabe. Donc à chaque moment, elle crie. Moi, je ne comprends pas. Quand elle crie aussi, moi aussi, elle lui dit... Tout ce que moi je comprenais, elle dit maman, mon fille. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. C'est tout ce que moi aussi je connaissais. Donc c'est tout ce qu'elle lui disait. Maintenant, arrivé un moment, elle était dure de caractère. Elle me dit de prendre l'enfant de ma main, et puis je mange. Donc son mari se plaignait. Mon père va faire ça. Elle disait qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous soupçonnez de sortir avec son mari.
C'est ça, il lui a dit non, il n'y a rien. Elle me dit non, elle ne croit pas. Elle a commencé à crier. En même temps, son mari est venu, il y a quoi? Elle dit non, il n'y a rien. Son mari dit non, si tu ne m'expliques pas, c'est qu'il ne faut plus parler. Elle dit non, que dans 2 jours, la tête, puis la fille, elle vous va, vous causez trop. Ça, elle dit non, il n'y a rien. Moi, elle fait quoi, la fille, elle a commencé à crier. Donc, elle avait le couteau en main. Elle criait dans le crier, là. Elle a lancé le couteau, là. Moi aussi, elle est bloquée avec ma mère. Elle a crié dans la cuisine, il y a quoi? Il y a quoi, petit cri comme ça, à cause du petit couteau, là, petit cri comme ça. Bon, j'étais déjà blessée. Ça, et moi aussi, il a dit en anglais que moi, je vais appeler mes parents pour leur dire, ils n'ont qu'à me venir me chercher. On va dire que c'était assez difficile, ce qui s'est passé là-bas. Vous avez fait combien de temps? J'ai fait 6 mois. 6 mois, dans cette maison-là? Non, j'ai fui la maison. Parce qu'arrivé un moment, elle était dure. Quand elle m'a lancé le couteau, elle était dure de caractère. Alors vous êtes retrouvée dans une autre famille? Une autre famille. Je dormais de 2h à 5h. Je dors à 2h, mais je vais à 5h. Je ne fais pas de travail, mais je ne voit même pas. Elle n'est pas prête aussi pour me laisser dormir. Donc après, j'ai fui la maison. Quand j'ai fui la maison, je suis allée dans une autre maison. Là-bas aussi, il y avait un vieux. Chaque matin, il me réveille. Moi, de coucher avec lui. Je dis, ah, le vieux, c'est pas venu pour faire ça. Il dit non, que lui va me donner l'argent. Chaque jour, ils augmentent l'argent. C'est-à-dire, si c'est 50 000, le lendemain, ils mettent 10 000 dessus. Au fur et à mesure, l'argent devient beaucoup. Il a dit, je ne suis pas venu pour ça. Il m'a laissé juste quand le mois est fini, où il devait me payer. Il me dit, demain, l'eau au feu, il va boire café. Donc, j'ai mis l'eau au feu. Il est rentré dans la cuisine, il a collé casserole là sur mon bras. Il a crié dans la cuisine, il a dit, ah, sa femme, il y a quoi? Il dit, non, si tu dis à ma femme, moi, elle lui dit que toi, tu m'as dragué, on t'a tué. Et puis, ça n'a pas l'air qu'elle parle. Et il y avait combien de jeunes filles dans votre cas, comme ça? Bon, on était beaucoup. À peu près un chiffre? Nous sommes beaucoup. OK. On sent beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions sur ce plateau, même le public. On était beaucoup, en tout cas. Parce qu'il y avait les autres, on mettait assis sur eux. Il y avait les autres, on versait l'eau chaude sur eux. Quand moi, j'ai fui la maison, la dame, j'étais partie chez elle, là. Elles, ils ont versé l'eau chaude sur elle. Puis elle a fui la maison. Donc moi aussi, je suis allée chez elle là-bas. Donc, arrivé un moment, quand il a crié, sa femme a demandé il y a quoi. Quand il a fini de parler, il dit non, maman, il n'y a rien. Elle dit OK. Il sort, elle va appeler, elle dit c'est quoi que tu as voulu? Elle dit non, il n'y a rien. Le lendemain, le vieux d'homme, on a dit lui, il n'a pas l'argent. Larissa, est-ce qu'il y a un moment donné où vous aviez envie de revenir en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez regretté d'être parti? Tiens, ça là seulement, je regrette même. Même mon ennemi, si il dort même, il me dit, il m'a au courant, il y a lui du bain à passer. Même mon ennemi. C'est assez émouvant ce qu'on entend. Franchement, je suis dépassé. Comment on peut traiter un être humain comme ça? Et c'est très émouvant. Mais à Bengue, ce n'est pas différent. Hein. Vous étiez en train de dire que vous avez fait 6 ans. C'est pareil, mais seulement que là-bas, comme les lois, je dis que les lois protègent un peu les droits humains. Donc, du coup, c'est un peu différent. Mais c'est un peu quand même pareil en termes de travail. Ce que tu refuses de faire ici, c'est ce que tu vas aller faire là-bas. Quoi, par exemple? Par exemple, ici, on te dit, si on demande à un jeune Ivoirien, ils sont ici, on va leur dire, il faut aller vider la poubelle, par exemple. Ils vont trouver qu'eux, ils sont trop chocos pour vider la poubelle. Bon, on va poser la question au public. Voilà. Si on vous demande d'aller vider la poubelle, si vous êtes d'accord, vous applaudissez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main. Donc, à Abidjan, ici, si on vous demande d'aller vider la poubelle, vous êtes d'accord ou pas? Non. Vous n'êtes pas d'accord pour aller vider la poubelle à Abidjan, mais vous êtes d'accord pour aller vider la poubelle en France. Voilà. Poubelle, c'est poubelle. Mais comme poubelle, c'est poubelle. Hein. Voilà, donc ils ne sont pas prêts à vider des poubelles ici, mais ils vont être boués en France. Et quand ils voient les vigiles ici en t-shirt jaune, ils vont non, moi, je ne peux pas vigile jaune. Tu vas draguer une gosse ici, mais elle va refuser. Quoi, toi, tu peux habiller jaune, tu vas me draguer, mais pourtant, c'est ce que tu vas aller faire là-bas. Mais l'unique, moi, je voulais savoir un truc. Il paraît que, j'ai dit bien il paraît, que les artistes ici, souvent, ils embrassent une carrière artistique juste pour pouvoir piquer sur le bang. Et une fois qu'ils arrivent là-bas, comme ce que souvent l'unique a eu à le faire, ils restent là-bas 2-3 ans, ils squattent, ils se débrouillent comme ils peuvent. Et puis, du coup, ils viennent ici, nous font un titre pour justement avoir les papiers pour continuer de rester là-bas. Ah, c'est quoi la réalité? Mais justement, chacun, comme je le dis, hein, chacun a ses objectifs dans la vie. Et c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a des artistes qui ont des familles là-bas, mais il y a d'autres, leurs enfants même sont ici. Et puis eux-mêmes, ils sont... Mais parce qu'ils n'arrivent pas à faire partie des enfants? Ils s'en vont rester là-bas.
Bon, dans ce cas, moi, dans mon cas, je vous l'ai dit, moi, j'ai mes deux enfants. Si, tu as eu à me dire que tu as falsifié des papiers ou tu as changé des... Non, pardon. C'est pas ce que tu as dit. À quel moment il t'a dit Mais ça? on connaît ça. En tout cas, cette affaire, nous, on veut savoir. Non, vous allez savoir. Ne vous inquiétez pas. Le moment venu, on va... Qu'est-ce qui était faux? De quoi on parlait tout à l'heure? On parlait dit que les documents étaient faux. On parlait de quelque chose là. On parlait du fait d'aller... Voilà, des artistes qui sont en France, qui faisaient quoi déjà là? Les artistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se débrouillent, ils deviennent artistes même parce qu'ils veulent aller en Europe, parce que c'est plus facile. Et quand ils arrivent là-bas, ils peuvent rester 2-3 ans. Comme ils doivent avoir des documents, ils reviennent ici, ils font sortir un single rapidement, et puis ils retournent encore pour aller vivre là-bas. Certains artistes, on va dire certains artistes, on va dire comme ça. Mais bon, peut-être il a fait le choix de vivre en France, mais quand tu vis là-bas, pour que tu puisses t'intégrer, il faut avoir les papiers pour pouvoir travailler pour ton bien-être. Donc s'il a les papiers et qu'il veut poursuivre sa carrière, je prends le cas de mon vieux père Soumbil. Ça fait près de 20 ans qu'il vit en France, mais il est toujours ici. Il est toujours en Côte d'Ivoire. Les gens même ne savent même pas que Soumbil même, il vit là-bas. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui est parti en France parce qu'il voulait avoir des papiers ou quoi que ce soit. Il est installé là-bas, mais il continue sa carrière. Voilà. Mais pour revenir à ceux qui refusent de changer les poubelles ici, qu'est-ce qui fait qu'on a honte de le faire? Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. C'est-à-dire un travail qu'on refuse de faire en Côte d'Ivoire, on accepte de le faire à l'étranger. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que ce n'est pas le regard de la société? Mais peut-être que la paye aussi. La paye qui est là-bas est beaucoup plus considérable. Oui, bon, en France, on va dire que c'est mieux payé. Mais de la manière blanc tu payes, c'est comme ça que tu dépenses. Franchement, parce que tu vas aller travailler. Je prends un exemple simple. On va te payer, par exemple, 1 500 €. Mais dans les 1 500 € là, même pour avoir un petit entrée couché dans Paris, là, c'est au moins 500 à 600 € que tu vas payer. Déjà pour le loyer. Ouais. Maintenant, il faut charger ta carte Navigo, ce qu'on appelle carte de bus ici. Là-bas, c'est carte Navigo, 5 zones, par exemple, ça va te faire 300, 350 €. On est à combien déjà? On a presque 1 000 € qui est déjà mort. Il va te rester 500 €. Dans 500 € là, c'est dedans, tu as vu au quotidien, hein, un kebab te fait 5 €. Donc, tu t'imagines, vers la fin... Tu manges kebab. Même... Ils veulent nous décourager ça. On va appeler quelqu'un. En fait, moi-même, je vais le découvrir également. Le nom qu'il m'a donné, c'est Eric. Mais enfin, c'est un nom un peu bizarre quand même. Eric de la Foutaise. Ah ouais? Franchement, représentant de l'ONU. Bon, Eric de la Foutaise qui représente l'ONU. Bon, accueillons Eric de la Foutaise. De nous ce soir. Et voilà. D'abord, bonjour. Bonjour. Et voilà. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous avez à moins tellement que de vous ayez problèmes. une heure parisienne, sinon... Et voilà, donc, vous prenez ce que vous arrange, bien sûr, madame. Alors, je suis son Excellence, l'honorable Monsieur Eric de la Foutaise. Voilà. Alors, ambassadeur pluripotentiel de l'Union africaine auprès des peuples, et je viens lire ici le communiqué officiel de nos pairs relativement à l'immigration clandestine. Ah, il faut nettoyer. Il faut nettoyer les billets, tout ça. Vu la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies depuis le 10 décembre 1948 au palais de Chello, par la résolution 217 qui déclare en son article 1er les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On est d'accord là-dessus? Si. OK. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents. Là aussi, je crois que nous sommes d'accord. Ça vient de l'ONU. Excusez-moi, je reçois un appel là. Vous êtes excusé, parce que jusque-là, je ne comprends pas grand-chose. Oui, allô? Oui. Ah, vous
Non, mais je vais te rassurer. C'est vrai que je n'ai pas encore fait sortir le mot ONU, mais il faut que je sois rassuré. Oui, je sais que son père est rentré, mais le fils n'est pas encore rentré. Parce que lui, quand il entend ONU, il ne tarde pas à dire « Tous ceux qui mangent, arrêtez de manger. Tous ceux qui dorment, arrêtez de dormir. » Donc, si vous me rassurez qu'il n'est pas encore rentré, je peux citer le nom de l'ONU. Ah, vous me rassurez alors? OK. Que ceux qui ont des oreilles comprennent. Voilà. Vu qu'un vaste mouvement de jeunes part de l'Afrique pour l'Europe, et selon 90% des migrants interrogés, c'est parce que les gouvernants ont mis des stratégies de lutte contre la réclamation de la dette coloniale. Ah bon, hein? Qui consistait à rester à la maison et faire payer les Blancs via un ordinateur et une connexion, que ces jeunes ont décidé de partir sur place faire du corps à corps. Parce que tu peux travailler la connexion et les ordinateurs, c'était lent. trop lent. Voilà. Donc ils partaient faire du corps à corps pour réclamer et continuer, surtout à encaisser leur argent. Si l'on empêche la montagne de venir à Mahomet, Mahomet se rend lui-même à la montagne. Alors, vu que les migrants ne profitent pas des nombreux cours d'eau, lagunes et mers dont dispose leur pays d'origine, pour s'entraîner suffisamment à nager avant de se rendre au Maroc ou en Libye pour traverser la Méditerranée. Vu qu'à l'instar de la France, premier pays mondial bien sûr, producteur de viande de porc, je donne cette information parce que nous voulons souder dès aujourd'hui la commune de Yopougon à Paris. Voilà. Bref, l'Afrique occupe de loin la première place en tant que premier continent fournisseur ou bien producteur de migrants. L'Union africaine a pris donc des résolutions fermes. Article 1. Maintenant, seront refoulés vers leur pays d'origine tous les candidats à l'immigration par la Méditerranée, sauf les peuples lagunaires. Et toute personne qui aura justifié de plus de 20 000 heures de cours de natation à la piscine d'État de Trècheville ou de participation au moins à 10 sorties à Mondoukou et à Zureti. Article 2. Il faut maintenant avoir sauvé au moins 5 personnes de noyade et à la fois toi-même n'avoir jamais été noyé. Ça vient de l'ONU. Ah oui, on a constaté. Article 3. Pour éviter les migrants qui résident irrégulièrement, surtout en Europe, la chanson de Yodé Siro, Bengue est dur, Paris est dur comme caillou, sera remplacée par Bengue est doux. Paris est doux comme Djandjou. Car, comme les nombreuses maladies dans les Djandjou, derrière le sourire des photos à la Tour Eiffel des benguistes, se cachent de vraies souffrances de laveurs de WC. Mais pas seulement de WC, mais aussi de tireurs de chiens. Article 4. Puisque le projet de tout le monde, c'est d'aller derrière l'eau,
que l'eau, c'est l'eau, l'eau, c'est l'eau. Alors, maintenant, chaque vacances, tous les Abidjanais iront derrière l'eau. C'est-à-dire, les populations de Treichville, Makori, Koumansi et Port-Boué iront derrière l'eau, c'est-à-dire à Nono, à Mpouto, après le troisième pont, bien sûr. Et ça sera vice-versa, ceux du plateau, à Diamé, tout, ils viendront par le pont Félix Houphouët-Boigny, derrière l'eau également. Article 5, c'est le dernier article, bien sûr. Le mot calé sera supprimé, effacé, déchiré dans la prochaine édition du dictionnaire Larousse. Comme ça, les troisièmes membres des groupes Zouglou ne vont pas laisser les luttes vocales entre ceux au pays après leur tournée européenne. Mesdames et messieurs, ça vient de l'ONU et voilà un peu les articles que nous avons cités. Il y a plein de problèmes comme ça. Et je pense que le prochain problème, ça sera bien sûr, le général Makosso. Que nous parlons de la migration irrégulière ce soir. Et voilà, M. Indri, juste avant la pause publicitaire, j'étais en train de dire que vous êtes un ex-migrant et que vous avez vécu aussi des choses difficiles. Brièvement, oui. Votre histoire, c'est quoi? Mon histoire, c'était l'ignorance qui m'a conduit vers le Golfe, plus précisément au Koweït, en 2015. Avant que je ne parte, d'abord, j'étais directeur d'une société coopérative dans le département de Saint-Fra, plus précisément à Konofla. Et en même temps, je gérais aussi la comptabilité de cette boîte. Mais vu ce que je percevais en son temps, je me suis dit, écoute, cette situation ne pourra pas m'arranger afin de pouvoir m'occuper de la famille. En ce moment, il y avait plus de 10 personnes que je nourrissais à la maison avec le petit salaire que je gagnais. Donc, je me suis préparé à aller, en tout cas en Outre-mer, afin de pouvoir faire un retour de fonds pour initier des projets et m'installer définitivement en Côte d'Ivoire. Mais je frappe la mauvaise porte qui va me conduire même à la mort. Vous avez payé combien pour partir? J'ai dépensé plus d'1 500 000 000. Et celui avec qui nous avons échangé, auparavant, il m'avait dit que je partais au Qatar. C'est quand le visa est sorti, il m'a dit non, vous allez au Koweït. D'accord. Comment vous êtes parti au Koweït? Et j'arrive au Koweït, de mon poste de directeur où je prenais pour faire mon petit malin. À Abidjan. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui, Abidjan. J'arrive dans le Golfe, au Koweït, je deviens esclave, un homme à tout faire dans le désert. C'est-à-dire là, je deviens un berger en plein désert. Et ça a été... Votre passeur, il a gagné 2 fois. Vous l'avez payé? Oui, je lui ai donné de l'argent. Et ensuite, il a reçu des commissions de la part des Koweïtiens. Et c'est là même le véritable problème va commencer. Pourquoi? Parce que le Koweïtien refuse de me payer, sous prétexte qu'il m'a acheté. Et il me disait comme ça que je vous ai acheté à 450 dinars, qui fait environ 800 000 francs. J'ai dit non. Avant que je ne vienne ici, moi, j'ai payé aussi de l'argent. Oui. Donc, je suis surpris que vous dites que vous m'avez acheté. Il dit, demande à celui qui t'a envoyé. En ce moment aussi, celui qui m'a envoyé, quand je l'appelle, il ne prend plus. Donc là, le monsieur, chaque fois, il me pointait son arme pendant que je suis en train de travailler. Des fois, tu es là, tu attends, chaud, on t'a morte. Ça veut dire? Viens ici. Ici, là, c'est moi qui suis le maître. Si tu veux discuter avec moi, je te tue. OK. Vous avez passé combien de temps là-bas? J'ai fait pratiquement 3 mois dans le désert. Mais vu que les menaces de mort se répétaient chaque fois, et j'ai causé avec la diaspora sur Internet, ils m'ont dit, monsieur, vous êtes en danger de mort. S'ils t'ont déjà dit qu'ils vont te tuer, c'est qu'ils vont te tuer. D'accord. Donc, il fallait que je fuis
le désert pour me retrouver en ville, mais ça n'a pas été facile. Ok. On va peut-être sauter un peu cette étape au regard du fait qu'on est sur un plateau de télévision, qu'on n'a pas forcément le temps. Moi, j'aimerais qu'on arrive à l'épisode où vous venez en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vous avez quitté le désert, vous êtes retrouvé dans les discussions en prison, selon ce que voilà, vous avez dit. je me retrouve en ville, je commence à faire un autre boulot en tant qu'agent de sécurité. Et malheureusement, la police me prend et on m'amène en prison. Okay. Et j'ai réclamé mon passeport. Mon patron a refusé d'envoyer mon passeport. Et c'est avec un policier qu'on échangeait qui m'a dit, mais si on te fait sortir, est-ce que tu peux retourner encore dans le désert? Il dit, pas question. Je retourne en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, Côte d'Ivoire, c'est où? Il dit, Sarhadj. Il dit, Sarhadj, Mafi Malou. Il ne connaît pas Côte d'Ivoire. Mais comment faire pour sortir et retourner en Côte d'Ivoire? Et le monsieur m'a demandé, ton pays, il n'y a pas de désert? Il dit, non. J'ai un pays, un joli pays où il n'existe pas de désert. Comment vous avez apprécié la beauté? Vous avez réalisé que la Côte d'Ivoire était un La Côte d'Ivoire, en ce moment, je voyais la Côte d'Ivoire un paradis. Comme un beau pays. Et j'ai dit au monsieur, mais vous connaissez Drogba Didier? Il m'a dit, Drogba? J'ai dit, oui. Il dit, Anta Bila Sawa Sawa Drogba? Vous venez de même pays? Il dit, oui. Il dit, Kalas Mafi Mouchkil. Hey, Didier! Le nom de Drogba maintenant... Le nom de Drogba va me faire sortir de la prison là où nous étions enfermés. Je retourne en Côte d'Ivoire. Et je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Le même passeur qui m'a fait partie, il veut se racheter. Et il me propose encore un autre voyage sur le Maroc. Tu l'as laissé? Je dis pas question. Je ne bouge plus. Là où je suis arrivé, je suis dans mon paradis. Et j'ai écrit mon vécu dans un livre intitulé La prison de l'immigration. Ensuite, nous avons créé l'ONG l'ISAD, qui signifie Lutte contre l'immigration illégale, séco-assistance et développement. L'ISAD n'empêche personne de ne pas sortir. Avant d'arriver à l'ISAD, vous êtes venu, vous avez vu votre passeur. Comment ça se fait que le réseau de passeurs n'arrive pas à être démantelé? Aujourd'hui, raison pour laquelle nous sommes en train de mener cette lutte, pour démanteler ces réseaux, mais nous demandons que l'État de Côte d'Ivoire, en amont, nous puissions faire ce travail. Déjà, nous avons commencé. Il y a un cas que nous avons géré que je ne souhaiterais pas parler de ça ici parce que le problème actuellement est en justice. Et on respecte cette volonté. Voilà. Donc, c'est pour dire que là où nous sommes arrivés, l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures. Il y a une unité spéciale qui lutte contre le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, c'est-à-dire lutte contre la criminalité transnationale, qui est là, UCT, qui fonctionne bien. Avant d'arriver sur ces mesures, j'ai envie de permettre à Juste Crépin, le plus juste, bien sûr, le plus juste, mais ce qui n'est pas vrai du tout. J'ai juste envie de lui permettre de se balader en fait sur ce plateau. Ici, on a une rubrique qu'on appelle le baladeur. C'est Juste Crépin qui fait son malin et qui se balade. Je fais mon malin. Je fais mon malin. Evelyne a tout dit. Donc, je suis autorisée, voilà. Mais je voulais juste savoir, le style vestimentaire que aborde ce soir, ça vient de là-bas ou bien... Non, c'est un style particulièrement ivoirien. Ça vient du désert. Ça vient du désert. Alors, je me balade et puis on va prendre l'avis de nos différents spectateurs qui se jettent à l'eau. Qui se jettent à l'eau? Une main levée ici. D'accord, vous allez juste venir. On l'encourage, s'il vous plaît. Venez avec moi. Voilà, doucement. Voilà, tenez donc le micro. Quel est votre avis sur la question? Ok. Regardez juste là-bas, la caméra. Bonsoir. Je me nomme Koté Asita. Ok. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre la migration. Mais j'ai une chose à dire. Oui. Si nous voyons de nos jours, ici en Côte d'Ivoire, nos parents qui quittent nos pays pour se rendre dans un autre pays, cela dépend aussi de la situation du pays dans lequel se trouvaient nos parents. Je prends un exemple. J'ai eu à assister à une conférence de mon école INGS, d'où, comment dirais-je, on a recueilli des blancs lors de la FEMIA et la conférence portait sur la migration. Et j'ai posé cette même question que comment dirais-je, il y a une personne qui m'a répondu. J'ai dit que si nous voyons qu'il y a des parents qui quittent nos pays pour partir, ça dépend de leur naissance, leur enfance. Parce que si déjà l'enfant naît, que le parent commence à montrer des ouvrages où on voit des autres pays en dehors de la Côte d'Ivoire, il y a des belles choses et
le parent montre aussi à l'enfant que lorsque tu voyages, tu quittes la Côte d'Ivoire, genre le parent montre le teint clair des blancs pour dire que si tu voyages, tu auras ce teint ou bien tu auras cette chevelure très longue. Donc, c'est ce qui va inciter l'enfant... inciter, pas exciter. Inciter l'enfant dans sa jeunesse à vouloir partir découvrir ce beau pays dont son parent parlait. D'accord. C'est bien noté comme avis. Je promène encore mon micro. Le baladeur continue de faire sa balade. Qui veut intervenir par ici? Tenez donc, messieurs. Bonsoir. Vous allez simplement vous tenir debout et regarder la caméra qui se trouve là-bas. Ok, Crépin, tout à l'heure, hors plateau, je te disais que tu avais un slogan que tu disais là. C'est quel slogan? Qu'est-ce que tu deviens? En fait, qu'est-ce que tu deviens? Tu sais que ça amène beaucoup de personnes à quitter le pays. Parce que quand nous quittons, par exemple, sur la fac... Là, en fait, qu'est-ce que tu deviens? J'explique rapidement. C'est lorsque tu rencontres des amis, lesquels tu as fréquenté, et tu poses la question, qu'est-ce que tu deviens? Et quand tu n'es rien devenu, c'est honteux de répondre. Ok. Quand nous quittons sur la fac, peut-être ici, on connaît nos années universitaires. Les gens quittent peut-être à 30 ans, à 25 ans ou plus. Et puis, bon, pour les concours, la limitation, vraiment, ça pousse plein de personnes à partir. Parce que quand le gars finit les études universitaires et qu'il a 24 ans, 25 ans, après 3 ans, 4 ans de chômage, il se retrouve à 35 ans. Pour passer un concours, on dit non, après 30 ans, c'est plus la peine, ceci, c'est là. Parce que cette personne-là, tu peux lui dire d'être commerçant, hein? Tu peux lui d'être commerçant. Tout ce qu'il a fait, c'est l'école qu'il maîtrise. Donc, c'est les concours qu'il voit. Et puis, bon, quand il n'a pas l'argent pour pouvoir... on sait ici, hein, on va se voiler la face. Les concours sont payants. Et le gars, il n'a pas d'argent. Il n'a rien. Il est là. Il ne maîtrise que ses études. Donc, au niveau du système, il faut revoir le système. Parce que vraiment, ça crée beaucoup de chômeurs. Bon, d'accord. Voilà. Donc, c'est vraiment fuir la pauvreté et puis la situation difficile. Merci bien. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Je continue ma balade. Je vais me diriger de ce côté-ci. Il y a des gens qui disent... On dit, tu fais quoi dans la vie? Dis, mon grand frère en Europe. Alors, qui veut... Bon, je vais voir mon ami qui est là-bas. Il va donner son avis. On l'acclame, s'il vous plaît. Voilà, regardez la caméra qui est juste là-bas. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit? Bonsoir les parents. Vraiment, la vie était bonne. Ce qu'on en pense aussi, autant un jeune, chacun a son objectif, que Dieu veille sur nous et que Dieu nous donne l'envie à la s'entendre tous. Amen. Donc, dans la vie, chacun a son destin, où Dieu te guide pour que le bonheur et la vérité de ta vie qui mérite dans partout où tu es dans le monde entier, que tu pries. Attends, non, on va recadrer le sujet. On va avancer un peu d'abord. Viens avec moi, mon ami. On dit... Non, je vais l'aider rapidement. On dit... Qu'est-ce qui se passe dans ta balade, là? Non, j'ai trouvé un invité particulier. Donc, le but aujourd'hui, c'est de savoir, qu'est-ce que tu penses du fait de quitter en Côte d'Ivoire et d'aller en Europe à tout prix? Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Il faut t'expliquer. Moi, chez moi, c'est bon. Tant un humain, la promenage, c'est pas dans toi-même ton propre pays, dans les autres pays aussi, ça te donne la morale aussi, et la conscience de savoir plein de choses que tu n'as pas vécues et ni vues dans ton pays. Et bien, c'est qu'à Fort de la Canakè. Voilà, à Fort de la Canakè. Bonsoir les parents. Moi, il me nomme Kam Abou. Vraiment, l'aventure aussi, ça conseille. Oui, à Fort du Lacana. Il faut dire ça en Djoula. Il faut essayer. Dis en Djoula. En là, on est tombé au Kam Abou. Vraiment, avec Mala aventure quand. Il faut qu'on ait un borata, moi, je suis à notre keurom non. Un bébé à la darsin kenala. Moi, il y a un bébé dunia fanfan. Il est à la daré pour qu'il y a bonne guide au fana. Mais aventure fana, d'une part, Aradi. Il y a bon Nibola, il m'a dit comme il y là, il faut la bonne aventure là. À la fin de demain, qu'il y a Donald qui est tellement franc dans les bureaux. Il y a coach ma, il y a coach ma long. Dans le jeu, il faut il y a. Intégrer fort. La traduction de ce qu'il a dit. Oui, la traduction, il a dit que, effectivement, l'unique à falsifier les papiers, c'est quelque chose. C'est un gars qui a dit. Oui. Non, il est en train de dire. Oui, en substance, il disait que le fait de sortir du pays pour aller ailleurs,
ça nous permet de découvrir des choses qu'on ne découvre pas ici. Lui considère qu'on peut partir en Europe, aller apprendre des choses, avoir les moyens et venir développer son pays ou aider sa famille. Donc, il ne voit pas le mal en cela. Tous les moyens sont bons pour réussir parce que chacun a son destin. Si tu dois mourir en passant par l'eau, c'est là-bas que tu vas mourir. Si tu n'as pas mouru aussi, tu es arrivé en Europe. C'est ce qu'il a dit. Ok, merci. Vous êtes sur la nouvelle chaîne ivoirienne et vous suivez l'émission On en parle. Et ce soir, la migration irrégulière est au cœur de nos échanges. Nous allons donc poursuivre avec une autre rubrique avant de revenir avec nos invités. C'est la rubrique Vue du net. J'ai vu quelques commentaires lorsque le thème a été posté. Quelqu'un a dit il n'y a pas de travail, il n'y a pas manger, mais, mais on ne peut pas dormir ici dans cette vie. Un autre dit, la Côte d'Ivoire est un pays où quand tu n'as pas de relation, tu n'as pas de travail, vaut mieux partir et tenter sa chance que de rester ici en allant tout le temps postuler à la fin. Aurélien dit, attends, quand on va arriver, on va t'expliquer après. De toute façon, d'autres viennent. C'est comme ça, on cherche à Fraya, un remplacement basket en esprit, quoi. Une autre personne dit, pourquoi les gens aussi veulent à tout prix venir en Côte d'Ivoire? En fait, le thème, c'est pourquoi vouloir quitter la Côte d'Ivoire à tout prix. Donc, lui, sa question, c'est aussi pourquoi les gens veulent venir à tout prix en Côte d'Ivoire. Parlons de ça aussi. OK. Voilà, ceux qui sont à Beng cherchent, ça c'est Diaby Falikou, ceux qui sont à Beng cherchent à rentrer à Babi et ceux qui sont à Babi cherchent à sortir. De toute façon, Abidjan est la ville la plus intéressante du monde, disons-le, si tu as les moyens. Et John de Lorouignon dit, pour un pays qui se dit émergent, où le peuple est incapable d'avoir un logement, où les denrées alimentaires de première nécessité augmentent sans raison. Une autre personne, très bon thème, et puis où sont passées nos autorités dans tout ça? Bon, je précise. J'ai un commentaire ici. OK, lequel? De Rich Arnaud. Il dit, les Blancs sont arrivés en bateau et pourquoi ils refusent que nous, on rentre chez eux en bateau? Pourquoi ils refusent qu'on arrive chez eux en bateau? OK. En tout cas, ce thème est très important quand on regarde les réactions, on écoute les histoires. Quelles sont les solutions, en fait, au niveau de l'ONG LISAD, comment vous voyez? Quelles sont les actions que vous menez et quelles sont les solutions que vous préconisez? Les premières actions que nous menons actuellement en Côte d'Ivoire, c'est d'abord sensibiliser et prévenir le risque de cette aventure périleuse. Et seconde phase, il faut amener... Est-ce que la sensibilisation porte? Parce que vous avez des ex-migrants, des personnes les gens sont gamins, qui ont connu des choses, qui viennent, qui vous disent, si j'ai l'opportunité de repartir, je vais repartir. Vous savez, le jeune qui a pris la parole tout à l'heure, dans certaines familles, on te fait savoir que les autres sont partis, toi, Mais le risque auquel l'enfant sera confronté, on s'en fout de ça. Mais dans ça, je prends un tout petit... On ignore? Oui, on ignore. Je prends un exemple. Un ami qui s'appelle Ben, ils étaient plus de 150 personnes en 2016 qui partaient à Lampedusa. Il y a eu naufrage. Et sur les 150 personnes, il y a eu 18 survivants. Et lui, il a passé 48 heures dans l'eau. Il était accroché sur le bois qui liait le petit bateau. Et ils sont venus le prendre. Les gardes-côtes, le jeune va se retrouver en prison pendant 11 mois, où il a failli piquer une crise de folie. Il était obligé de s'évader de cette prison. Mais lorsque ce jeune homme est arrivé en Côte d'Ivoire, je l'ai pris. Je l'ai transformé. D'abord, sa mentalité. Il faut changer la mentalité des uns et des autres. Comment en Côte d'Ivoire, ici, on peut changer la mentalité? La mentalité... Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout part aussi des réalités. Aujourd'hui, tout à l'heure, quelqu'un parlait de la formation qu'on donne aux jeunes. Il faut qu'on change tout. C'est-à-dire, je prends de là-haut jusqu'en bas. Chacun de nous doit changer sa mentalité. Mais M. Ndri, il y a d'autres qui vont dire, par exemple, que tu es parti, comme ça n'a pas marché, tu veux décourager les gens. C'est comme ça que les gens vont penser. Oui, mais aujourd'hui, tous, on voit les réalités. Sur 150 personnes, il y a 18 survivants. Et ça continue. La semaine dernière, il y a eu naufrage. Plus de 20 personnes sont restées. Des Ivoiriennes, des Camerounaises. Et chaque jour, ça arrive. Moi, deux fois, on me réveille à minuit pour me dire que sur la mer, les gens sont en train de mourir, ils ont besoin de secours. On est obligé d'appeler
un peu partout, les marins, ceci, cela, pour se mobiliser, pour aller à la recherche de ces personnes. Souvent, on se dit non, on veut coûte que coûte aller. Mais les mêmes personnes, quand ils se retrouvent en difficulté, ils regrettent. Mais pourquoi aller regretter? Non, il faut éviter. Mais il a fallu que vous aussi, vous regrettiez un jour pour venir faire ONG, non? Oui, mais même si... Aujourd'hui, moi, je dirais que j'ai eu la chance de retourner vivant et en bonne santé. Et ceux qui sont restés dans le désert, dans la Méditerranée, il y a un petit que j'encadre actuellement. Lorsque eux, ils partaient, ils étaient combien? Ils étaient plus de 100 personnes. Dans le gros camion, en route, il y a eu 6 morts. Et lorsqu'ils sont descendus dans le désert, ils étaient abandonnés. Il a vu son frère, son ami avec qui ils ont mangé ensemble, qui marchait durant ce voyage. Le jeune tombe, il meurt de soif et il est en train de mourir. Il dit, laisse-moi et va. Ma destin, comme on dit là. C'est mon destin s'arrête ici. Toi, va. Appelle mes parents, dis-leur que je ne suis plus là. Cette triste réalité, il faut que ça s'arrête. Je le dis toujours, l'Afrique n'est pas un tombeau. Ok, avant de vous permettre de continuer, l'unique, vous, en fait, on voit des jeunes meurent, ils continuent de mourir, on le voit à la télé, on voit des reportages, mais pendant ce temps, les départs continuent. Vous qui êtes artiste et qui avez plus ou moins vécu en Europe, quelles sont les solutions? Comment vous les percevez? On a fait un son dessus. Les solutions, je pense qu'on a trop chanté même. Les solutions, c'est quoi? Il faut que ça vienne de là-haut. Il faut que ça soit c'est une question de... Là-haut, c'est où? Là-haut, c'est nos dirigeants qui doivent voir ça. Parce que quelqu'un qui a les moyens, par exemple, quelqu'un qui a une petite entreprise ou qui travaille quelque part, si tu travailles, tu as un salaire correct, si tu demandes un visa, on va t'octroyer le visa, tu vas aller visiter la France ou tu vas aller visiter les États-Unis, où tu veux. Tu vas aller voir et puis tu reviendras. Mais c'est quand tu n'as pas les moyens. Le chômage. Et que tu veux y aller. Même le visa, là, les gens vendent ça. Les gens vendent ça. Comment tu achètes un visa quand tu n'as pas les moyens? Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. Par exemple, le gars, il n'a pas un boulot fixe. Dans le cas où tu n'as pas de boulot fixe. Sur combien de personnes qui vont migrer, il y a combien qui ont un boulot fixe, qui travaillent chaque matin, qui ont un salaire régulier? Mais ils réussissent à réunir la somme d'1 million, 2 voilà, millions. Il réussit à réunir ça et il se dit quoi? Même encore quand tu as un petit commerce, il va te dire non, tu fais ton commerce ici, demain on va venir casser. Et puis tu paies tout et on ne te dédommage pas. Donc il y a tout ça là. Non, le gars, il a son petit jeton. Il préfère prendre ça et puis il tombe quelque part là-bas. En tout cas, Niala son nom, c'est Dieu qui décide. Lui, il est là-bas. Larissa, vous qui avez été victime, quel est le message que vous pouvez porter? Mais tout ce que je peux dire à mes frères est que l'aventure, c'est bon. Mais il faut savoir le faire. Parce que moi, j'ai dit pour moi. Mais ce que j'ai vécu, quand tu expliques, les gens pensent qu'elle est partie, elle est revenue. Moi, j'ai essayé. C'est bon. Mais quand tu t'en vas, ce qui se passe là-bas, c'est dangereux. Moi, on m'a mis en prison, on m'a frappé. J'ai fait 5 jours en prison, mais je suis revenu. Oh Dieu, je suis là. Même si je meurs, je suis dans mon pays, c'est mieux. Donc, ce que je peux dire à mes frères, on n'a qu'à rester dans nos pays. La Côte d'Ivoire, je vois que c'est un trésor, c'est un beau pays. Restons chez nous. Là-bas, on ne demande pas crédit. Ici, on peut demander crédit. Ah bon? Oui. Là-bas, crédit, là-bas. Rapidement. On va aller vraiment vers la fin de l'émission. On n'a plus assez de temps, mais rapidement, Larissa, quand vous êtes revenue, comment vos parents vous ont vu? Je veux parler du regard de la société. Est-ce que la réintégration s'est faite facilement? Oui. Vous vous êtes senti rejeté? Non, parce que quand je suis revenue, vu la vidéo qu'il a publiée au nom du président et puis le ministre, tout le monde savait que je devais revenir. Parce que mon nom était déjà sur le pays. Donc, quand je suis arrivée, mon grand frère m'a accueilli. Parce que c'était mon grand frère qui était à la maison. Et lui aussi, M. Ondry est venu de la ONG Lisac, est venu me chercher à l'aéroport. Bon. Quand ils sont venus, en tout cas, ils étaient en joie. Parce qu'ils me disaient que je suis arrivé dans mon pays, c'est mieux. OK. M. Ondry, on va continuer avec vous rapidement au niveau des solutions. Voilà, des donc les solutions, j'appelle d'abord nos autorités. Nos autorités à prendre ce problème à bras le corps. Il ne faudrait pas qu'on regarde le problème comme ça, sans toutefois vouloir s'interroger sur le débat du départ des jeunes. Donc, nous appelons les autorités. Ensemble, nous pouvons vaincre ce phénomène. Il y a des stratégies. Comment on fait? Des stratégies, tout d'abord, il faut qu'on passe à la phase de répression. Mais avant qu'on arrive aussi à là,
il faut qu'on change aussi le système éducatif. Il faut qu'on donne la chance à ceux qui doivent réussir au pays de réussir. Parce que si je dois payer un concours pour travailler, moi aussi, demain, je vais commencer à faire comme celui qui a vendu le concours. Aujourd'hui, c'est où nos autorités se soignent. Ils se soignent en France. C'est où ils passent leurs vacances. C'est où leurs enfants étudient. Donc, il faut que nous-mêmes, on donne la valeur, on fait sortir la valeur de notre pays. On dit que l'économie repose sur l'agriculture. Mais cette agriculture archaïque, il faut qu'on change. Les jeunes qui travaillaient au champ avant, qui ont vieilli aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui ne veulent plus travailler au champ. Il faut qu'on change le système. On parle de modernisation, on parle de nouvelles technologies. Il va falloir aider. Moi, je prends toujours l'exemple de la Chine. La Chine a connu des difficultés, des crises. Mais aujourd'hui, regardez, les Chinois ont travaillé, mais avant que les Chinois ne travaillent, ils se sont concentrés sur la jeunesse. À un moment donné, les jeunes prenaient la drogue, l'opium en Chine. Mais Mao Tse-tung a changé la mentalité des jeunes Chinois. Ils sont allés étudier, il les a rappelés au pays. Aujourd'hui, ceux qui sont sortis, qui ont eu des bourses, qui sont allés étudier, ils sont où? Il faut que l'État les rappelle. Il faut que l'État les rappelle, une fois qu'ils arrivent, l'accès facile pour pouvoir créer une entreprise, l'encadrement de tout cela, les fonds doivent accompagner ce que nous disons pour qu'ensemble et vous, en tant qu'ONG, est-ce que vous avez cet accompagnement, vous bénéficiez d'un accompagnement de certaines structures? À présent, on n'a pas d'accompagnement, on travaille avec le peu que nous avons. Et c'est là le véritable problème. Or, on sillonne village, ville, université, école pour Combien de villages, combien de villes? L'année passée, nous étions à San Pedro. Mais peut-être que c'est parce qu'il y a des structures étatiques aussi qui existent déjà pour gérer ce problème. Okay. Même si il y a des structures étatiques, mais ces structures étatiques doivent travailler en amont avec la société civile pour être plus fort. Et à partir de là, on pourra vraiment vaincre ce phénomène. OK. Merci. Et ceux qui sont en Europe, qui font les photos sur les champs, qui louent les habits, qui portent des bottillons et qui prêtent les mèches. Vous voulez les empêcher de faire les photos? Mais il faut qu'ils arrêtent ça. Sinon, on doit les poursuivre même pour diffamation. Non. Parce qu'en fait, ils diffament qui? C'est eux-mêmes, c'est de l'autodifamation. Parce que tu ne peux pas aller prêter des habits low cost. Quand il y a des remises, tu prends, tu viens te mettre devant les champs. Quand il y a une neige qui descend, et puis tu envoies les photos pour faire croire aux gens que ça va, en tant que tu dors dans un grenier. Bon, ça aussi, c'est une vérité. Merci juste très tard pour cet avis, la autodifamation. Franchement, on ne finit pas d'apprendre. Je viens de l'apprendre. Ce soir, merci en tout cas, chers invités. Merci à Larissa. Et merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. À 19h50, vous aurez le JT. Je n'ai pas le nom du présentateur, mais je crois que c'est Ali Diarasouba. Merci d'avoir suivi cette émission. Et puis, on se retrouve. Je vais terminer rapidement avant que Crépin ne vienne. Oui, on se retrouve. On se retrouve demain à 18h30 pour un autre sujet. Restez fidèles à la nouvelle chaîne ivoirienne. J'ai failli dire la meilleure chaîne de Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, pourquoi pas? La meilleure chaîne de Côte d'Ivoire.